Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'interviewe Marie Delattre qui a fini 3e en kayak de 500 mètres aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Comment a-t-elle fait et que devient-elle aujourd'hui ? A-t-elle des secrets à nous partager ? J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Marie et ses secrets. Salut Marie, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va super bien. Quel temps il fait chez toi ? Est-ce que c'est un temps à faire du kayak ou est-ce qu'il fait mauvais comme dans toute la France ? Franchement, aujourd'hui, il fait mauvais. Du vent, de la pluie. Après, un temps de kayak, tout temps est de kayak. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il pleuve, qu'il neige. On monte toujours en bateau. Comment tu as commencé le kayak, toi ? Alors, moi, j'ai commencé le kayak, je vais dire l'année, en 1994. Aïe, ça fait loin. Tout simplement parce que des copines d'école de ma classe m'ont proposé de venir compléter un équipage. Il fallait un bateau 4 places, donc 4 personnes dedans. Elles étaient 3 et du coup, elles m'ont demandé de compléter ce bateau. Donc, voilà comment je suis rentrée dans l'univers du canoë-kayak. Avant ça, tu avais fait d'autres activités sportives ? Tu étais particulièrement sportive ou pas du tout ? Oui, si, j'étais sportive. J'aimais le sport à l'école, l'athlétisme. Particulièrement, j'aimais l'athlétisme, j'aimais courir, j'aimais la natation, j'aimais aller nager avec mon père. Et je pratiquais la gymnastique. J'ai pratiqué la gymnastique pendant 5-6 ans avant, justement avec ces mêmes filles. Ok, ouais, donc tu avais déjà une bonne conscience corporelle, on peut dire, avant d'attaquer le kayak ? Oui, ouais. Bah, en fait, limite, j'ai commencé assez tard quand même le kayak. J'avais 13-14 ans. Donc, aujourd'hui, les jeunes, ils commencent à partir de 7 ans. Donc, c'est sûr que je suis arrivée assez tard dans le monde du kayak. Mais le fait que j'ai fait quand même pas mal de sport avant, notamment la gym, je pense que la gym, elle m'a pas mal aidée dans la souplesse, dans les étirements, dans la force des bras, faire des tractions, des choses comme ça. C'est la gym. Les pompes, les tractions, c'est la gym qui m'a fait apprendre. Donc, je pense que ça m'a pas mal aidé. Petite parenthèse, je vais peut-être un peu vite, mais est-ce que tes enfants font de la gym, par exemple ? Est-ce que toi, comme ça t'a servi ça semblait être une bonne base pour toi, tu les as mis à la gym directement quand ils étaient petits ? Bah oui, mon premier garçon, il a fait de la gym pendant 3-4 ans en baby gym, et là j'ai mes jumelles qui ont 6 ans, elles sont actuellement depuis 3 ans à la gym. Ouais, bah c'est bien ce que je pense. Je pense que la gym, c'est vraiment un super fondamental pour beaucoup d'autres activités sportives par la suite. Oui. Donc, bah tu confirmes. Est-ce que tu te souviens de ta première séance de kayak quand t'es monté ? Parce que là, tu parlais d'un équipage. Est-ce que t'es monté directement en K4 à ta première séance ou t'étais dans un bateau plus stable ? Alors, je suis montée 2-3 séances vraiment dans un bateau de slalom. Et après, c'est sûr qu'on m'a mise directement dans un course en ligne. Et je t'avoue que j'ai mis 3 semaines à décoller du bord. Tu nageais alors ? Au début, tu nageais ? Ah bah, j'avais peur de tomber dans l'eau parce que c'était des bateaux instables. On m'a mise dedans tout de suite. Juste 2-3 séances après avoir réussi à pagayer à gauche, à droite avec des pagaies de slalom. On m'a donné une pagaie de course en ligne, on m'a donné un bateau de course en ligne et on m'a dit, voilà, tu pars. Allez hop, c'est facile, tu pars. J'ai mis 3 semaines. Je passais des heures sur le bord à essayer de me lâcher du bord et j'y arrivais pas. Et ouais, j'ai mis 3 semaines, 1 mois. Et un jour, l'entraîneur, il m'a pris, il a acheté ma pagaie, il a acheté mon bateau, j'étais dedans, puis il me dit, vas-y, allez, tu vas rechercher ta pagaie. Et hop, je suis partie comme ça. Donc, tu as pagayé avec tes mains pour aller chercher la pagaie alors ? Voilà, ouais. Mes mains pour aller rechercher ma pagaie et j'ai pagayé. Et à partir de là, il m'a dit, tu vois, c'est facile, tu sais faire. Va, allez, maintenant, tu vas rejoindre tes copains. Et voilà. Tu te souviens, c'était quel bateau ? C'était un… Ah ouais, alors après, je me souviens plus du nom du bateau. Mais c'était un bateau blanc avec une ligne rouge au milieu. Et tu l'as gardé longtemps, celui-là ? Ce bateau-là, non, franchement, non. En fait, c'est des bateaux quand on commence à monter dedans, quand on est du slalom, c'est des bateaux quand même qui sont quand même stables. C'est fait pour les minimes.
Et toutes mes copines et mes copains qui faisaient du bateau, ils avaient ce bateau-là, enfin pas celui-là, on en avait une dizaine au club. Et pour les minimes, c'était nos attributions bateau. Donc celui-là, je l'ai gardé, un an ou deux, même pas. Et donc là, en un an ou deux, j'imagine que tu avais pas mal progressé. Tu te sentais peut-être plus à l'aise. Est-ce que tu étais plus forte que tes copines? Alors quand j'ai commencé justement à partir, j'étais un peu derrière. Et limite, moi, ça m'embêtait parce que le but, c'était que je sois avec mes copines. Au début, voilà, si j'ai fait le bateau, c'est pour être avec elles. Donc, moi, ça m'embêtait, j'étais derrière. Et du coup, voilà, je me suis entraînée pour être à côté. Mais à côté, ça m'intéressait pas parce que les berges, elles étaient pas très larges. Et du coup, on se rentrait toujours dedans, on se prenait des pagaies dans la figure. C'était pas très agréable. Je me manquais de peu à chaque fois de me baigner parce que limite, on se tapait dessus. Donc, je me suis dit, non, je vais être devant. Du coup, c'est comme ça que j'ai progressé, tout doucement. Et puis, est arrivé les premières compètes où effectivement, j'étais toute seule dans ma ligne d'eau. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et puis, en fait, j'ai fait ma course. Et puis, je suis arrivée, j'ai même gagné dans les, maintenant on dit Hauts-de-France, mais avant, c'était pas comme ça. C'était dans le Nord-Pas-de-Calais. Et j'ai gagné. C'est comme ça que j'ai été d'ailleurs au championnat de France en minime en K1. Voilà, j'ai commencé en octobre 94 et j'ai fait les championnats de France en monoplace en juillet 95 et j'ai terminé deuxième ou troisième. Deuxième, je pense, derrière Anne-Laure. Je crois que c'est Anne-Laure Guillard qui a dû gagner. Ah ouais, donc t'as rapidement explosé, j'ai envie de dire. Si t'étais déjà deuxième France au bout d'un an et quelques mois. Ouais, parce que j'ai commencé en octobre 94, j'étais minime 1. En 95, j'étais minime 2. Je suis allée au championnat de France, j'ai couru le 15, 500 et je pense avoir couru le fond également où j'ai terminé quatrième. J'ai pas fait un podium en 15 sur le fond. Et après, on a fait K4 500, on a gagné. Et c'était en juillet 95 et j'étais minime 2 et l'année suivante, je passais déjà cadette 1. Ah ouais, et cadette 1, j'ai gagné au championnat de France. Ah ouais, non, cadette 1, non, c'est cadette 2. Non, mais ça me semble hyper impressionnant, ton rythme de progrès, alors que tu étais derrière tes copines. Pendant 3 semaines, tu étais collé au bord. Et, oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé, je te dis, j'ai commencé en minime 2. 2 ans après, j'étais en équipe de France junior, alors que j'étais que cadette. Ah ouais. Je vois que tu es du club de Saint-Laurent-Blangy. Est-ce Oui. qu'il y avait une culture justement de la compétition? Est-ce que tu côtoyais des personnes qui étaient déjà en équipe de France, plus âgées? Oui. 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 En fait, j'ai été entraînée très très vite par Virginie Bay qui a participé à Séoul en 88. Et Olivier Bay, qui est son mari, qui a été aussi athlète de haut niveau et que lui, son objectif, c'était de faire grimper le club en fait à haut niveau. Après, quand je suis arrivée, effectivement, il y avait une petite dizaine de personnes qui essayaient de tenter d'aller en équipe de France, de jouer avec les sélections équipe de France, enfin voilà, faire les coupes du monde, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Oui, c'est un club déjà où il y a déjà des athlètes en équipe de France, ça c'est sûr. Donc toi, est-ce qu'on peut dire que tu avais cet objectif, je sais pas si c'est un objectif, mais tu avais cette possibilité en fait, tu savais que si tu t'entraînais bien et que tu avais un bon niveau, d'intégrer l'équipe de France? Je sais pas. En fait, moi, j'y pensais pas au début. Je t'avouerai, moi, quand j'ai commencé le sport, c'était être mes copains, avec mes copines, être devant, à gagner mes courses, être en sélection équipe de France. En fait, limite, je me souviens, j'étais à Boulogne-sur-Mer. J'étais cadette 1. Je me souviens, j'ai fait ma course et puis c'est Déborah Capon. Donc, si elle m'écoute, voilà, elle sera contente que j'ai dit son prénom. Elle m'a dit à la fin de ma course, mais Marie, en fait, tu peux être en équipe de France. Mais je lui dis, mais c'est quoi? Je connais pas, dis-moi. Et en fait, c'est à partir de là où effectivement, dans ma tête, je me suis dit, c'est vrai, pourquoi pas être en équipe de France et grimper encore et continuer à s'entraîner. C'est comme ça que c'est venu. À chaque fois, mais pour tout, même pour les JO. Moi, je me souviens, au début, au championnat du monde, j'y suis allée, je pensais pas du tout au jeu. Pourtant, c'était l'année des qualifications des JO. Et moi, dans ma tête, c'était faire les championnats du monde,
voilà, se faire voir qui on est. C'est surtout aussi pas performer, c'est surtout aussi faire ce qu'on est capable de faire. Voilà, produire, être satisfaite de sa course, etc. Et puis après, on verra bien où on va et où on ira. Au début, j'ai commencé comme ça, même en senior. Et je me souviens, en 2002, 2003 à Gainesville, je me souviens, Babak qui parlait des Jeux Olympiques, des quotas et tout, mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu parles de quoi, Babak? Explique-moi ce que c'est. Et c'est là où il m'a expliqué comment les Jeux Olympiques fonctionnaient, les histoires de quotas. Alors qu'avant, je ne savais pas du tout. J'étais pas encore dans cette optique-là. Quand tu démarres et que tu es déjà minime, est-ce que tu as quand même le rythme de ceux qui débutent, qui font l'école de Payet, avoir juste 2 séances par semaine, ou tu as déjà un rythme un peu plus important d'entraînement? En étant minime, non. En étant minime, j'ai suivi exactement le même rythme que mes copains et mes copines, que l'école de Payet qu'il y a aujourd'hui. C'était le mercredi et le samedi. J'ai suivi exactement ça avec le soir. Une fois, c'était le mardi soir, je m'en souviens, on avait musculation et footing, les deux en même temps. On allait courir un petit peu, une demi-heure, et puis après, on allait dans une salle de musculation, je me souviens, dans une école, aller courir, aller faire un petit peu de musculation. Je me disais, mais c'est quoi ces ateliers? On nous faisait faire un peu de gainage, des machines, voilà. Enfin, c'était juste comme ça, quoi. Il n'y avait pas du tout, c'était simplement faire le geste, hein. Il n'y avait pas de mettre du poids, etc. C'est pas du tout ça. C'est juste apprendre le geste. Et c'est comme ça. Ouais, en minime, c'était simplement ça. Après, effectivement, je suis arrivée cadette 1. Ou cadette 1, on a intégré le club. Là, les entraîneurs, ils te disent, ben voilà, il y a le mercredi, le samedi, mais par contre, on sépare le footing et la musculation. C'est-à-dire, j'avais un soir où j'allais courir avec le club et un autre soir où j'avais ma musculation. Et puis, je me suis entraînée comme ça. Et puis, c'est arrivé au championnat de France où tu gagnes. Et puis, je me suis entraînée l'été suivant. Et puis après, je me suis beaucoup plus entraînée parce que je suis allée voir mon président en lui disant, ben voilà, on m'a parlé d'équipe de France. Moi, ça m'intéresse. Moi, je veux faire comment on fait. Et il m'a dit, ben voilà, Marie, il faut t'entraîner plus. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, voilà, j'ai suivi mes entraîneurs. Et à ce moment-là, tu suivais quelle scolarité? Parce que minime, tu étais au collège, après tu étais au lycée? J'ai toujours suivi une scolarité normale. Ok, donc là, quand tu as voulu accélérer le rythme, en fait, t'étais quoi? T'étais après au niveau du bac et tu as accéléré le rythme d'entraînement de kayak. J'ai toujours accéléré. Ouais. Franchement, moi, j'ai suivi un cursus normal. J'ai même au collège, au lycée, même au lycée. C'est simplement après le bac. Qu'est-ce que tu as fait comme étude après le bac? Après le bac, j'ai fait un DUT GEA à Lille. Et en fait, au lieu de le faire en 2 ans, je l'ai fait en 3 ans. Ok. Et donc, parallèlement à ça, tu t'entraînais donc combien de fois par semaine en kayak? Alors là, tu étais passé, comme tout le monde fait, entre guillemets, à une ou 2 séances par jour, voire plus? À quelle période à peu près? Quand t'es passé en DUT après le bac? Alors, après le bac, de toute façon, alors c'était en 3 ans. Les 2 premières années, parce que ça a été différent. Il y a eu une période en équipe de France, si tu voulais être en équipe de France et si tu voulais participer aux Coupes du Monde, Championnat d'Europe et Championnat du Monde, tu devais obligatoirement intégrer un pôle France. Moi, jusqu'à présent, je me suis toujours entraînée dans mon club parce que comme j'ai suivi un cursus scolaire normal, j'étais dans mes collèges et mes lycées à côté de ma maison. J'allais tous les soirs m'entraîner, donc je n'étais pas du tout dans un pôle, ni un pôle espoir, ni un pôle France. Mais à un moment donné, il y a eu, la politique de la Fédé a été de dire, tous les athlètes qui sont en équipe de France doivent être obligatoirement dans un pôle France. Et ça a été en 2003 où j'ai dû intégrer le pôle France de Vert et j'étais dans ma dernière année de DUT GEA, donc comme j'ai dit tout à l'heure, au lieu de le faire en 2, je l'ai fait en 3. Et en fait, j'avais 1 à 1 journée et demie de cours par semaine. Le reste du temps, je pouvais m'entraîner. Et là, effectivement, quand on est senior, le rythme d'entraînement augmente, quoi. C'est vrai qu'on passe de 3 à 4 entraînements par jour.
Ah ouais, 3 à 4. T'as déjà monté à 4 entraînements. Qu'est-ce que ça donne une journée à 4 entraînements par jour alors qu'est-ce que ça donne une journée? Ah bah oui, déjà on se lève à 6 heures, même pas 6 heures, à 5h30 du matin parce qu'à 6 heures on est dans l'eau. 6 heures, 6h15 et on y est jusqu'à 8 heures. Et ensuite, à 8 heures, on rentre chez soi, on déjeune et il y a entraînement vers 9h30, 10h. Ensuite, on monte en bateau. La séance, elle se termine vers midi. On rentre chez soi, on déjeune. Ensuite, on a un petit temps de repos et vers 3/4 heures, un nouvel entraînement et de bateau. Et le soir, vers 6 heures, la musculation qui dure 2 heures. Enfin, plus on vieillit, plus elle est longue. Les musculations, à la fin, ça devenait du 2 heures, 3 heures. Hein. Pourquoi elles étaient plus longues? C'était plus long parce que ça a été une politique. Enfin, je pense que même moi, physiquement, plus besoin de récupérer entre chaque série. Voilà. Ça a été plus long comme ça. Ok, j'ai cru voir sur ta fiche Wikipédia que tu faisais 1m74 pour 60 kilos. Et pour avoir interviewé pas mal de championnes actuelles, elles ont toutes un gabarit, a priori, si Wikipédia dit vrai, plus imposant que le tien. Alors, est-ce que cette fiche Wikipédia dit vrai? Tu ne faisais que 60 kilos. Oui. Okay, et encore, je pesais 60 kilos à la fin de ma carrière. Ah ouais. T'étais plutôt longiligne, en fait. Alors, j'ai commencé en 2002. Quand mes premiers championnats du monde, je pesais 55 kilos. 1m60, en fait, je fais 1m72, hein. C'est plus à 74, mais je fais 1m72. J'ai commencé, voilà, on m'a pris un fil de fer. J'étais toute fine. Et pourtant, en musculation, je m'en sortais bien, hein. Je soulevais 75 kilos en 2002, donc c'est correct, hein, pour une fille, c'était largement correct. Les tractions, bien sûr, je m'en sortais haut la main, hein, parce que soulever 55 kilos alors que on en soulève 75 en tirade, ça le faisait bien. Après, mon entraîneur en équipe de France, il m'a dit, Marie, là, il faut vraiment faire beaucoup de muscu. Tu dois développer ton corps. Il faut que tu puisses, voilà, de 75 kilos, tu soulèves 75, il faudrait que tu en soulèves 100. Mais tu vas certainement prendre du muscle. Tu vas prendre quelques kilos. Faut pas que tu aies peur. Alors moi, je sais que ça m'avait fait peur, hein, parce que moi, j'ai dit non, moi, je rentre pas dans les protes, pas dans les choses comme ça. Je ne veux pas. Je n'y suis même pas allée. Je vous avoue, j'ai jamais essayé. Je sais même pas ce que c'est. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, de 55, je suis passée à 56, de 56 à 57, 57 à 58, et puis voilà. Et puis après, c'est vrai que l'hiver, je montais à 62, 63, et puis l'été, comme on a affûté, je redescendais à 60. Ouais, Et est-ce que tu étais légère à côté des autres athlètes, même des autres pays, ou t'avais le gabarit normal à l'époque? Alors, ça dépend quelle nation. Il y a des nations, oui, effectivement, on se sentait fine, pas musclée, mais après, par rapport à d'autres, on s'est rendu compte que plus les années passaient, plus le gabarit grande, fine, fonctionnait bien dans le monde du canoë-kayak. Mais même là, aujourd'hui, on le voit, les filles, elles sont beaucoup plus fines qu'avant. Bon, certes, on reste très musclé des bras, mais je trouve qu'elles sont féminines. Avant, elles n'étaient pas féminines. Ouais, et moi je regarde un peu là en ce moment où on fait ce podcast, c'est la Coupe du Monde en Russie. C'est vrai que des fois tu vois des filles, tu te dis putain, elles ont un gabarit hyper impressionnant, et c'est pour ça. Est-ce que tu penses que toi, ton gabarit justement t'a limité au début de carrière quand tu faisais 55 kilos? Est-ce que la force supplémentaire t'a aidé finalement, et le poids que t'as pris pour la suite? Oui, franchement, elle m'a aidé. Après, c'est que 5 kilos, hein. Je faisais 1m72. C'est vrai que j'étais un sacré fil de fer, hein. Mais après, c'est la morphologie de ma famille. Enfin, mes parents, ils sont grands, ils sont fins. Donc, en fait, j'avais ma morphologie quand, voilà, j'ai commencé. En plus, je faisais 55 kilos, mais la musculation, j'en faisais qu'une par semaine, quoi. Moi, j'ai commencé réellement à faire de la musculation quand senior. Avant d'être senior,
j'avais qu'une musculation par semaine. C'est pas beaucoup, hein. Et le fait, en senior, d'avoir commencé à faire de la musculation, tout de suite, on prend quand même 2-3 kilos de masse, quoi. De passer à une muscule à 4-5, ça change quand même, hein. Le corps, il change, hein. De toute façon, on le voit, hein, même sans faire du sport, les gens qui vont en musculation, s'ils font de la musculation, le corps, il change. Ça se voit. Et ils prennent du poids obligatoirement parce que le muscle est lourd. Donc, est-ce que c'est un truc que tu aimais faire? Plus de muscu et moins de kayak? Non, j'aimais pas la musculation. Bah oui, j'allais te dire, t'es habitué à être sur l'eau et puis tu me dis 4-5 muscles, j'allais dire ça, ils t'ont mis un sacré volume. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le bateau. Ma passion, c'est le bateau, hein. Donc, moi, la musculation, ça m'intéressait pas. Après, voilà, j'ai fait de la muscu, j'en tirais les avantages de la musculation pour le bateau. Je savais que la musculation servait à aller plus vite dans ma pagaie. Après, voilà, c'est tout. Je cherchais pas à faire des maxi. Voilà, mon but, c'était pas de soulever, je sais pas, 110, 115 kilos, juste pour dire de soulever 110, 115 kilos. Je faisais vraiment de la musculation pour qu'en bateau, derrière, ça me serve beaucoup. Est-ce que parallèlement, tu faisais une activité cardiovasculaire en dehors du bateau? Vu que tu étais légère, j'imagine que tu étais hyper forte, si tu en faisais. Moi, je faisais beaucoup de natation. J'adorais la natation. Après, VTT. Mais sinon, après, ça dépend quelle période. Parce qu'après, en équipe de France, on a l'opportunité d'aller faire des stages de ski, des choses comme ça. Mais moi, j'adore courir. Je vais beaucoup courir. Encore aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien. Aujourd'hui, je suis, voilà, j'ai ma vie de famille, je suis maman, faut que j'aille chercher les enfants à l'école, faut que je m'occupe de derrière, le bain, les devoirs, les courses. Donc, ce qui fait en plus avec les couvre-feux, c'est pas simple. Donc, c'est sûr que depuis 2 hivers, courir, c'est dur. Est-ce que ça t'arrive de monter encore en bateau? Oui, mais rarement. En fait, je fais comme les ours, j'hiberne l'hiver. Et dès qu'il fait beau, je remonte en bateau. Voilà. Et après, revoir les compètes aussi, aller voir les jeunes en équipe de France, faire les sélections équipe de France. Moi, ça me motive à repagayer aussi. Oui, on m'a dit que tu étais présente aux derniers Open. Ouais, mais j'aime bien. En fait, c'est ce qui me manque aujourd'hui. C'est ce qui me manque aujourd'hui dans mon sport. En fait, ça a été ma passion. Bon, ça a été un peu ma profession entre guillemets, même si j'ai pas été rémunérée pour faire. C'est un sport amateur. On n'est pas rémunéré. On m'a aidé et on y passe quand même 7 jours sur 7 à s'entraîner. Donc, on peut entre guillemets dire qu'on a été quand même semi-pro ou professionnel dans ce domaine, mais je sais plus ce que je voulais dire. Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, ce qui me manque dans tout ça, dans tout ce que j'ai vécu en tant qu'athlète, c'est être sur un bassin, venir sur un bassin, l'ambiance, voir les autres monter, s'entraîner, préparer une course, comment ils la préparent, les échauffements, déjeuner 3 heures avant, voilà, tout ce petit rituel, ce petit rythme de compète, même la semaine, quand on est en équipe de France, je me souviens, le lundi, on faisait le déplacement, le mardi, on arrivait, on passait une journée de tests, on faisait des tests 250, des tests 1000, l'entraînement avant la compétition, et puis cette ambiance, ce stress, décharger son bateau, le préparer. C'est des petits trucs, en fait, moi, aujourd'hui, qui me manquent. Les odeurs qu'on avait, les odeurs qu'il y avait sur le lieu de course, c'est tout ça, aujourd'hui, qui me manque. Donc, voilà, quand je peux, je vais voir des Open parce que je me dis que c'est pas très loin de chez moi et c'est limite la course la plus importante en France pour nos Français. Après, ils partent à l'étranger, donc pour eux, c'est important. Mais chez les Français, c'est la course la plus importante, les sélections équipe de France. C'est là où je vais retrouver en eux le stress, l'envie de gagner et ce qu'il y a en international, en fait. C'est pour ça que je vais à ces compétitions-là. Regarder. Et ça me plaît. Enfin, voilà, c'est ma passion. J'aime regarder ce sport, le voir, donc j'aime bien. Donc, j'essaie d'y aller quand je peux y aller.
comment elle s'est passée ta transition du club de Saint-Laurent-de-Blangy au pôle de Vers-sur-Marne? Parce que j'imagine qu'à Saint-Laurent-de-Blangy, vu que c'était ton club, tu t'entraînais pas toute seule, tu avais, comme tu as dit, une entraîneur et puis un entraîneur un peu haut niveau. T'étais chez toi, entre guillemets, et là tu débarques à Ouais. Vers. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que l'adaptation se fait facilement? Alors, je l'ai fait qu'une année à Vers. Je l'ai fait que l'année 2000. Je l'ai fait qu'une année. J'ai fait 2003, tout simplement parce que cette politique, elle a été menée en 2003 et en 2004. Et en fait, en 2004, on partait toutes les 3 semaines. En fait, on partait en stage. On revenait une semaine chez nous. Donc, au mieux d'aller une semaine à Vers pour juste faire 2 entraînements, j'avais convenu avec l'entraîneur de la Fédé en disant ça sert à rien, quitte à ce que je fasse mes 3 semaines de stage à droite à gauche, puis quand je rentre, j'ai ma semaine de repos, je préfère la faire chez moi qu'à Vers. Donc, je l'ai fait qu'une année. Ensuite, ce que je faisais, c'est que j'avais cours le lundi. Donc, le lundi, je partais à l'école. Et le mardi matin, je pense que j'y allais, mais je crois que c'était de 8h à 10h. Et du coup, je prenais tout de suite le train et j'arrivais pour le mardi en début d'après-midi à Vers. Et là, je faisais 2 entraînements et j'ai fait ça le mardi après-midi, mercredi, jeudi, vendredi, jusque le vendredi midi. Et le vendredi après-midi, je reprenais le train et j'allais m'entraîner dans mon club le samedi et le dimanche. Donc, en fait, ça n'a pas trop perturbé. Justement, les entraîneurs du pôle comme mes entraîneurs de club, en fait, ils faisaient ma planification à la semaine conjointement, quoi. Donc, ça se passait très bien. Et est-ce que ça te faisait changer T'avais des partenaires d'entraînement quand tu t'entraînais? Alors, je t'avouerai qu'en fait, je suis allée sur Vers-sur-Marne parce qu'il y avait un pôle là-bas. Mais en fait, moi, dans ma catégorie, donc j'avais les kayaks dames et les canoës hommes. C'est le niveau dans lequel on se situe. Hein. Je suis kayak dame, donc c'est normal. Mais les canoës hommes, ils vont aussi vite que nous. Donc, et il y avait un bon groupe à Vers-sur-Marne de canoës et de kayak dames. Mais le seul problème, c'est qu'ils étaient à l'INSEP. Et moi, je venais la semaine, donc moi, j'avais fait mon travail. Eux, c'était des personnes qui avaient des formations, l'école à côté, mais sur l'INSEP. Et du coup, ils n'avaient pas le temps de venir à Vers. Donc, en fait, je m'entraînais toute seule. J'étais la seule fille. Donc, j'allais à Vers, mais pour m'entraîner toute seule. Heureusement que, en fait, il y avait des kayaks il y avait Babak, je me souviens, qui était la personne phare kayakiste du moment. Il s'entraînait là-bas et du coup, de temps en temps, j'allais intégrer leurs séances. Et ça me plaisait énormément. Moi, j'adorais ça, aller m'entraîner avec eux quand ils faisaient des séances de B1. J'allais avec eux pour pas être forcément toute seule. Et ce que je faisais aussi, c'est le mercredi après-midi, j'essayais, moi, d'aller à l'INSEP pour profiter de la piscine ou de la salle de musculation pour être justement avec mes collègues d'entraînement, quoi. Mais quand tu dis que tu étais toute seule à l'entraînement, est-ce qu'il y avait quand même un entraîneur avec toi? Tu étais vraiment toute seule? Non, j'avais un entraîneur. Ok, ouais, donc ça. J'avais un entraîneur qui restait à Vers. Ah oui, non, toute seule toute seule, il n'y avait pas d'autres bateaux, quoi. Oui. Et j'allais te dire comment ça se passe une fois que tu vas au pôle de Vers, etc. Est-ce que ta carrière prend un autre tournant justement? Parce que tu apprends, comme tu disais tout à l'heure, que il y a des qualifications pour les Jeux Olympiques. Est-ce que ça te donne cet objectif-là? Alors, je t'avouerai que je ne sais pas. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je pense que ça m'a certainement aidé parce que je suis rentrée en équipe. J'ai commencé à faire mes premiers championnats du monde en 2002. J'ai intégré le pôle en 2003. Je l'ai quitté en 2004 parce qu'après, je suis retournée dans mon club. Mes premiers Jeux Olympiques, ça a été 2004. Peut-être que ça y a contribué, je sais pas. Après, ça m'a permis aussi d'avoir d'autres partenaires, de connaître autre chose, une autre façon aussi d'appréhender la musculation, d'appréhender le bateau. J'allais voir d'autres entraîneurs qui avaient peut-être une autre vision du canoë-kayak, qui avaient peut-être aussi une autre vision de performer. Pas forcément, ça pouvait pas forcément être sur la technique en bateau.
il y avait de ça aussi parce que d'un entraîneur à l'autre, c'est pas les mêmes termes, même si ça veut dire la même chose, ils n'emploient pas forcément les mêmes mots. En musculation, c'était pareil, mais voilà, il y avait, je sais pas, des choses qui étaient différentes et je pense que ça m'a beaucoup apporté. Effectivement, aller à Vert, changer d'entraîneur, c'était peut-être le bon moment, hein, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, c'est sûr, ça a dû avoir un effet positif. Et voilà. Ben après, je suis contente de l'avoir fait. Hein. Enfin, moi, voilà. Après 2005, j'ai commencé à performer avec Anne-Laure. Hein. Là, on a commencé à être médaillé à chaque championnat d'Europe et chaque championnat du monde. Donc, mais là, JP il est rentré dans la course. Quoi. Ça a été la période où JP est arrivé. Il nous a apporté vraiment, moi personnellement, il m'a rapporté quelque chose, un point que voilà, j'avais jamais travaillé et qui a fait que ça a évolué. J'ai rencontré aussi qui a eu un impact fort dans ma carrière. C'est une athlète canadienne. Je m'en souviens en 2004 pour les Jeux Olympiques, les Canadiens sont venus s'entraîner à Tente-sur-Lot et je ne savais pas encore si j'allais au JO ou pas. Donc les entraîneurs s'intéressaient pas trop à moi et du coup me laissaient toute seule m'entraîner. Ils préféraient aller sur les bateaux qui étaient déjà qualifiés pour les Jeux, pour les séances d'affûtage, etc. Donc moi je me retrouvais un peu toute seule en mono et en fait il y avait Caroline Brunet qui performait en monoplace et en fait elle m'a vue puis elle m'a dit si tu veux Marie viens avec moi, viens. Alors moi j'ai dit oui tout de suite. Donc, de temps en temps, j'allais faire des séances de bateau moteur avec son entraîneur et puis on la regardait. Et d'autres moments, elle me disait, viens à côté en K1, etc. Et en fait, elle m'a appris énormément. Et j'ai suivi sa méthode pour l'année suivante. Et là, franchement, effectivement, j'ai beaucoup progressé. Sur mes chronos, ça s'est vraiment fortement ressenti. Est-ce que tu saurais résumer ce qu'elle t'a apporté concrètement? Tu sais quoi? C'est juste un mot. Plus dur, plus fort. C'est exactement ça qu'elle m'a dit. En fait, dans ma pagaie, il fallait que ce soit plus dur, plus fort. Dans ma gestuelle, dans ma façon de prendre mes entraînements, comment je devais les entraîner, comment je devais faire mes séances de B1, comment je devais faire mes séances de B2. Tout ça, c'est elle qui me l'a apporté. Et elle me l'a fait voir. C'est ça, en fait. C'est pas seulement des mots. Elle était en bateau et elle m'a dit, comme ça, Marie. Voilà, c'est ça. Et elle le faisait à côté de moi. Et je me suis dit, OK, d'accord, je pars dessus. Et voilà, enfin, c'est comme ça que d'une 56, je descends à une 51. Enfin, voilà, c'est top, quoi. Tu veux dire qu'avant ça, tu prenais tes séances peut-être un peu plus à la légère et tu avais moins d'appui dans l'eau? Ouais, mais après, il faut le comprendre, ça. Il y a des choses, même aujourd'hui, des athlètes qui sont en équipe de France, etc. Voilà, pour eux, une B1, c'est ça, mais en fait, ça veut peut-être pas forcément dire ça. Il y a autre chose derrière. Et il faut le comprendre. Après, il faut vraiment utiliser chacun de ces entraînements pour vraiment être au meilleur de soi-même. Voilà. Et cette fille-là, Caroline, elle était beaucoup plus forte que toi à ce moment-là? Elle a fait une médaille. Elle était dans les 3 premières aux Jeux Olympiques. Ça a été le porte-drapeau d'ailleurs du Canada aux Jeux Olympiques. Et est-ce que tu as fini par la battre après ou elle a arrêté sa carrière avant que tu puisses la battre? Elle a arrêté sa carrière juste derrière. Ok. Ok. Comment ça s'est passé tes Jeux Olympiques de 2004 et justement le K2 que tu as fait avec Anne-Laure? Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu de faire le K2 ou tu visais peut-être la qualification individuelle à la base? En fait, un petit peu, puisque en fait en 2003, c'était à Gainesville, je me suis alignée sur le K1. Je me suis alignée sur le K1 à Gainesville et sur le K2 avec Anne-Laure. Et je sais que on a fait des finales, j'ai fait des finales B, donc il y en a une, j'ai dû faire 10e ou 11e et l'autre 11 et 12. Donc, tu vois, c'était à peu près rapproché le K1 et le K2. Et donc, voilà, on n'était pas qualifiés ni en K1 ni en K2. Je t'avouerai qu'en 2004, je ne sais pas, les rattrapages, je m'en souviens pas du tout si 3 mois avant, il y a eu des rattrapages, ça, certainement, mais je m'en souviens pas. J'étais pas la meilleure française en 2004. J'étais la 3e. Aux sélections équipe de France, j'avais terminé 3e. Et je sais que le K1 avait été rattrapé de par mon résultat de l'année dernière à Gainesville. Et comme j'étais pas la meilleure française,
c'est bien sûr la meilleure Française qui allait aux Jeux Olympiques. Donc, c'était Nathalie. Donc, Nathalie, elle y est allée en K1. Et en fait, nous, notre DTN, voilà, il tenait à ce que notre K2, qui est vraiment 3 filles qui aillent aux Jeux Olympiques, parce qu'il y avait quand même un C2 en canoë, il y avait des K1 et K2 en kayak-homme. Donc, il voulait quand même une équité entre filles et garçons dans chacun des sports, des disciplines. Et donc, il s'était vraiment battu à notre K2. Et je sais que ben voilà, ces histoires de rattrapage de personnes, etc., ils savaient qu'ils allaient rattraper une deuxième fille. Donc, ben, ils se sont dit, s'il y a un K2, ce sera Anne-Laure et Nathalie. Mais on va quand même te garder Marie au cas où qu'ils emmèneraient un K1 et un K2. C'est comme ça que je suis allée jusqu'en stage terminal. Et c'est pour ça qu'au début, on m'avait mis un peu de côté parce que on savait que effectivement, il y allait quand même avoir un K2 France. Filles, mais on savait pas si on prenait 2 filles ou 3. Et en fait, j'ai su même pas 5 jours avant de prendre l'avion que j'allais aux Jeux Olympiques. Ok. Donc je suis arrivée aux Jeux Olympiques avec Anne-Laure. Donc on était tout contente. Hein. Je me souviens quand on m'a annoncé ça, on m'a dit Marie, c'est bon, tu vas aux Jeux Olympiques. Tu pars dans 5 jours avec l'équipe. J'étais contente, j'étais heureuse. Et puis j'y allais en K2 avec Anne-Laure. Et voilà. Et en fait, on a fait 10e. On a fini 4e de la demi. Comment tu les as vécus ces premiers Jeux Olympiques? Est-ce que c'était génial? Ah ben t'engorges d'expérience, tu regardes tout, tu le vis à 150% parce que tu veux vivre tes premiers Jeux Olympiques, donc tu veux regarder comment ça se passe, etc. Puis après sur l'eau aussi, tu veux montrer que oui effectivement le DTN il s'est battu pour qu'il y ait le K2, ben on va montrer qu'il y a le K2 français et il a bien lieu d'être là quoi. Donc, avec Anne, on était vraiment en béton, quoi. On avait dit, allez, on fait notre course et tout. Et je me souviens, le bassin, il était démonté. Il y avait des creux, il y avait des vagues. C'était la catastrophe. Et en fait, avec Anne-Laure, bah, voilà, on a fait notre course, puis on nous a dit, non, mais vous avez vu les filles, vous avez couru dans un bassin. Moi, en plus, qui aime pas trop le bassin avec des vagues, bah, j'ai rien vu. Bah, j'étais tellement dans mon truc, on s'est tellement donné à fond. Et c'est à partir de là où on s'est dit, ben voilà, ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, ben c'est ça que je veux faire. Moi, je veux pas faire de demi-finale, je veux faire une finale, je veux aller au jeu, je veux ma médaille. Et c'est comme ça que, ben voilà, on s'est dit, ben pourquoi les autres elles y arrivent et pas nous. Enfin, il y a quoi de différent, surtout quand toi tu t'entraînes avec Caroline Brunet qui est médaillée et qu'elle te dit, ben voilà comment il faut que tu t'entraînes. Bah ok, j'avais tous les éléments pour me dire bah allez, j'y vais et je vais voir. Et si elle est championne olympique, pourquoi moi je peux pas y être? Donc c'est comme ça que c'est parti. Et est-ce que alors après ces Jeux d'Athènes, quand vous rentrez avec Anne-Laure et vous vous dites bon bah 2008 c'est pour nous? Bah oui, après en fait dès que JP est rentré, il nous a dit de toute façon s'il y a une médaille c'est en K2. C'était ce qu'on nous avait dit. Voilà, vous n'êtes pas assez forte au niveau individuellement. Voilà. Et puis, on était K2. Hein, on s'est vite retrouvés K2. Les autres filles françaises, il y avait quand même un écart entre nous, entre Anne-Laure, moi et les autres filles. Il y avait quand même un sacré écart. Donc, voilà. Après, il y avait soit faire une le K1 500, une le K1 1000. Mais le K1 1000, il n'était pas au jeu. Parce qu'il n'y avait pas encore du K1 200. Hein. Nous, il n'y avait pas encore, hein, c'était que du 500. K1 500, K2 500, K4 500. K4, c'était impossible. K1, bah, c'était soit l'une ou l'autre. K2, bah, voilà, on pouvait y aller toutes les deux. Mais après, on est passé par des hauts et des bas, hein, en 2008, en 2007, à un moment donné, au championnat du monde, on se supportait plus, on voulait même plus monter ensemble. Le bateau, il n'allait pas très bien, hein, alors que les championnats du monde étaient dans 3 semaines, les qualifications pour les Jeux, du coup, également. Et la Fédé, elle avait peur parce que c'était un bateau qui, en 2005, on a fait 3e, en 2006, on a fait 4e, en 2007, on fait championnat d'Europe, derrière, on a un souci, on clash le bateau, et à 3 semaines des championnats du monde de la qualif, ils disent, attends, si on y a un quota, c'est bien chez les kayak dames, quoi, qu'on peut avoir un quota pour aller au JO.
Donc, ça a été vraiment une sacrée histoire. Après, bon, on s'est parlé avec Anne-Laure. Il fallait nous trouver des pistes de travail. Il fallait aussi, ben voilà, on est deux filles. Il fallait pas aussi qu'on y mette nos affaires personnelles dedans. Donc, c'est chose qu'on a fait et on a été en 2008 au JO. On a une autre médaille. Et puis, bah, aujourd'hui, on n'a aucun problème avec Anne-Laure. Franchement, on se voit au bassin, on se parle, il n'y a pas de souci. Les anniversaires de notre médaille, et ben, on s'envoie un petit texto, on se félicite l'une à l'autre, il n'y a pas de souci, hein, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Mais bon, à un moment donné, on était tellement trop souvent ensemble que on y a mis du personnel et ça a affecté le bateau, quoi. Oui, voir un peu les gens, ça va, mais si tu les vois toute la journée, tout le temps, voilà, c'est là que c'est dur. Là. On commençait à plus supporter, voilà, nos mimiques qu'on avait, on supportait plus l'une l'autre. Donc, il a fallu se dire, ben voilà, même la la fédération ne savait plus quoi faire, plus personne ne savait quoi faire. Ils avaient peur parce qu'ils se sont dit, oh là là, il y a un bateau qui peut aller au JO, qui peut faire une médaille, et là, elles s'entendent plus, elles veulent plus monter ensemble. Donc, voilà, je me souviens, ils nous ont dit, ben voilà, si c'est comme ça, il n'y en aura qu'une qui fera le mono. Mais il dit, nous, on ne sait pas quoi faire. C'est à vous à trouver la solution. On s'est posé avec Anne-Laure, on a discuté, on a dit, voilà Anne-Laure, de toute façon, on a discuté à deux, on s'est dit, de toute façon, il n'y a qu'en cas deux qu'on peut faire une médaille. Voilà, on va faire, voilà, toutes les deux, on a dit, moi, j'aimerais que ce soit comme ça. Moi, j'aimerais aussi que ce soit comme ça. On a dit, OK, on fait comme ça, on y va, on ne s'occupe pas de ça, de l'une de l'autre, tu vois, parce que un truc pouvait énerver l'autre. On a dit, voilà, ça, on fonctionne individuellement dans notre cas d'eux, pas gestuellement, hein, mais dans notre vie personnelle, et puis c'est tout. Et c'est ce qu'on a fait, et voilà, on a été en 2008, et on a fait les Jeux, et on a eu notre médaille. Mais je remarque qu'au jeu de 2004, donc vous finissez 10e, et l'année d'après, comme tu disais, vous avez tout de suite été sur le podium des championnats du monde. Est-ce que c'est une progression, ça me semble une progression hyper rapide? Est-ce que c'est parce que vous avez payé peut-être plus ensemble à l'approche des championnats du monde 2005 et au fur et à mesure des années? Alors moi, je t'avouerai que moi je m'en souviens. En fait, je pense que j'y ai apporté, mais je l'ai apporté au sein de l'équipe de France 1. Moi, quand je suis arrivée, c'était de l'équipage, du K4. Je me souviens, je suis arrivée en équipe de France en 2001, du K4, parce que les Françaises, elles savent pas faire mono, elles savent pas faire des chronos, elles savent pas de faire K2, on les met en K4, on les met en K4. Ça a été une optique un peu comme ça. Et moi, je m'en souviens, en 2002, stage de rentrée. Notre entraîneur, il nous convoque. On est 8 Françaises. On faisait une 57, une 58 sur du 500. Hein. Les K4, on avait du mal vraiment à accéder en finale. On n'allait même pas en finale, hein. On faisait des demi-finales, je m'en souviens. On a eu le championnat d'Europe, on était dans les... Je crois que j'ai fait une finale au championnat d'Europe, mais tu terminais 9e, quoi. Et moi, ça m'avait perturbée. Ma finale des championnats d'Europe, me prendre, je sais pas combien de distance, moi, ça m'avait perturbée. Donc, moi, j'ai dit, non, moi, stop, c'est niet. Mon sport, je fais ce que je veux et j'irai courir les courses que j'ai envie de courir. Et j'avais dit, je fais du mono. Alors, je m'en souviens, au stage de rentrée, j'ai dit à mon entraîneur, l'entraîneur de la fédération, parce que mon entraîneur de club, j'y avais dit, il avait compris, il m'a dit, OK, on y va en France. Mais mon entraîneur de fédé, j'ai dit, voilà, moi, je veux faire du mono. Il m'a dit, Marie, tu te plantes. Marie, tu te plantes, tu n'y arriveras pas. Et il m'a dit, mais par contre, on va quand même t'aider, mais tu te plantes. Si tu veux pas faire d'équipage, t'inquiète pas, moi, je te mettrai pas dedans. Je te mettrai pas dedans, tu iras faire que du mono. Je t'inscrirai en mono, OK, mais t'as intérêt à performer. Si tu performes pas, tu rentres chez toi. J'ai dit, OK, on fait ça. Donc, et c'est vrai, hein, dans l'année, j'ai fait quelques équipages avec les filles parce qu'il y avait des stages d'équipage, on me mettait dedans, mais on me mettait pas dans le meilleur K4. On me mettait, voilà, on savait que mon optique, c'était de faire du mono. J'arrive en Coupe du Monde, je me laisse pas faire. Je fais pas de finale, mais je fais des belles demi-finales où mes chronos commencent à descendre. Une 56, une 55, je me souviens. Et on me disait, oui, effectivement, de mai à juin, voilà, on peut pas te prendre en équipe. Je me souviens, au mois de juin, on me dit, Marie, on peut pas te prendre au championnat d'Europe senior parce que, voilà, en K1,
voilà, tu vas faire série remorque. Par contre, on peut te mettre en équipe de moins de 23 ans. On va tenter en mono. Et du coup, j'ai dit OK. Et ils me disent, ben, si tu performes en moins de 23, si tu fais une médaille, si tu performes, eh ben, tu iras au championnat du monde avec nous. J'ai dit OK, c'est comme ça? Eh ben, d'accord. Et en fait, un mois. Alors, j'ai pleuré. Hein, je peux te dire que tu pleures, hein, parce que quand on te dit que t'es pas en équipe de France, parce que ton niveau il est pas assez bon et que tu as 5 de tes copines qui font et que tu es limite la meilleure française, hein, et que tu as un K2 et un K4 qui part au championnat d'Europe ou au championnat du monde courir et que t'es dans les 4 meilleures françaises, ben c'est un peu, ça fait drôle quand même, hein, tu prends un sacré choc. Et j'ai pleuré, hein, je me souviens, j'ai pleuré et justement je me suis dit, ben je vais pas me laisser faire, je vais montrer que. Et j'ai fait les championnats d'Europe, j'ai eu une médaille. J'ai réussi à descendre à 1,52. Je m'en souviendrai tout le temps. Et après, on m'a dit, bah Marie, tu vas au championnat du monde. Et je suis allée au championnat du monde, les premiers seniors. Et ben, figure-toi que j'ai fait le meilleur résultat des filles. J'ai terminé 12e en K1. Et comment ça se passe et à partir de là, comment ça se passe? J'allais dire pour le K2 à suite avec Anne-Laure, comment ça se passe finalement après les Jeux? Comment ça se passe? C'est que j'ai fait ça en 2002. Du coup, j'ai un peu remis en question le système de sélection en K1, en K2 et en K4 parce que le fait d'avoir, j'ai augmenté en fait mon niveau de K1. J'ai performé en fait, j'ai fait une performance quand même si j'ai fait 12e, je suis pas allée en finale. J'ai quand même fait une performance. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une Française qui avait été descendue, qui avait fait des chronos comme ça. Donc, du coup, ça a été la politique. Après, on va pas faire de K4, on va plus faire du K1, du K2, du K4. On va faire augmenter les filles individuellement. Et du coup, mon entraîneur d'équipe de France, il a produit du coup Anne-Laure qui était dans son club. Il a fait bosser en K1 et Anne-Laure aussi a très très vite progressé. Puis après aussi, elle était dans son bac. Voilà, il y avait ses études qui fait que elle n'a pas pu être présente en 2002 parce que je pense qu'elle avait, c'est ça, elle avait des études, donc elle pouvait pas s'entraîner comme en 2003. Donc, en 2003, Anne-Laure, elle a très vite progressé. Elle est revenue dans les 3 premières. Et moi, je me souviens, en 2003, on a fait une Coupe du Monde. C'était à Szeged avec Anne-Laure. Et ils avaient mis le K2 titulaire sur le 500. Ils nous avaient mis, nous, sur le 1000. Et en fait, avec Anne-Laure, je ne sais plus combien on a terminé. On est allé en finale. Je ne sais plus si on a fait 5 ou 6. Mais en fait, on avait, sur le 1000 mètres, on a passé le 500, quand on fait notre finale, le premier chrono du 500 était meilleur que les filles qui avaient couru au 500. Et là, la Fédé, ils se sont dit, on a un K2. Et du coup, ils nous ont alignés après sur du K2 500 contre l'autre K2, où on a été devant. Et du coup, on est devenu titulaire du K2. Et après, il y a eu l'optique où, comme j'avais progressé beaucoup en mono avant et que Anne-Laure aussi, on est parti dans une optique où il faut être forte en K1 pour que le K2 il puisse être performant au JO. Ce qui semble logique avec le recul. Ouais. Et puis après, comme je t'ai dit, il y a eu en 2004 Caroline Brunet qui justement en plus m'a encore plus incité à aller là-dedans, soit plus forte, soit en mono plus dur, plus fort et tu verras, augmente ton niveau, augmente ta force et tu iras plus vite. Et du coup, voilà, Anne-Laure, elle a fait de même et c'est ce qui a fait qu'on a eu une médaille et qu'on s'est retrouvés l'année d'après parce qu'on a opté pour cette stratégie-là en 2005 où en fait on s'est entraîné individuellement. On a progressé, une grosse progression encore toutes les deux en K1 qui fait que quand on s'est mise en K2, plaf, pouf, une médaille. Puis voilà. Et du coup, on a continué comme ça jusqu'en 2008. Quel souvenir tu gardes de 2008, des Jeux Olympiques? Ah, mais je connais. Alors, à aujourd'hui, j'ai encore tout en mémoire. Quand je suis arrivée sur le bassin, ma concentration, mon entraînement que j'ai fait et ma course. Je peux te dire exactement ce à quoi je pensais coup de pagaie par coup de pagaie. À quoi tu pensais alors? Ah ouais. C'est bête. Après, c'est des mots, hein. C'est des mots qu'on a.
c'est pas forcément les mêmes selon les personnes, mais voilà, je sais que 2 minutes avant ma course, on me dit, voilà, paf, pouf, mon coup de pagaie, 1, 2, 3, 4, comme ça, ma main haute, ma main basse là, tu vois, faut que je me redresse. Là, faut que j'appuie plus. Là, faut que je baisse. Là, faut que j'alimente. Là, faut que je souffle. Là, faut que, tu vois, c'est que des petits trucs comme ça que aujourd'hui, là, faut que je repars. Faut que je me concentre. Faut que je souffle fort, là. Pour, je sais que, c'est là, abdos. Le genou devant, hanche, tac. C'est que des petits mots que, chez moi, ça faisait tout. Hop, je faisais bien ce qu'il fallait. Et tu te souviens de la course en elle-même, de tes adversaires? Est-ce que tu les voyais dans la course ou tu étais vraiment focalisé sur ta course à toi? Non, j'étais focalisée sur moi. Je ne voyais que ma ligne. Rien. C'était du flou à côté. Je les sentais, mais c'est du flou. Est-ce que cette 3e place, c'est une sorte de consécration pour toi? Ouais. Oui. Oui, parce qu'en fait, voilà, une médaille, surtout aux JO. Les JO, c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour un athlète amateur, un sport comme le nôtre, au-dessus d'un championnat du monde, c'est les JO. Les JO, c'est la consécration, c'est la reconnaissance. Des médailles, il n'y en a que 3. Il faut être présent vraiment le jour J. Et en plus, la note, elle a été historique. Et jamais une fille dans le monde de la course en ligne n'a eu une médaille. Donc, en fait, en plus, on est la première médaille historique chez les féminines. Et là, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, il y a quelqu'un qui a mon âge, qui s'appelle Mathieu Boubel. On a commencé limite, bon, il est de Boulogne-sur-Mer, mais je sais que toute ma carrière sportive, en fait, il a été là. En équipe de France, il a toujours été là. On s'est entraîné ensemble, on a fait les mêmes compètes, etc. On s'est beaucoup entraîné. C'est un garçon qui a été champion d'Europe, mais c'est un garçon qui a obtenu une 4e place aux Jeux Olympiques. Mais c'est pas 3e, c'est pas 2e et c'est pas 1er. Voilà. Et c'est différent. Et c'est vrai qu'être médaillé aux Jeux Olympiques, c'est complètement différent que de finir 4e. Tu vois, Vas-y, Marie. Oui. Non, je te laisse, vas-y. Non, mais voilà, c'est tout. je disais, tout à l'heure dans ta course, tu disais que tu pensais main haute, main basse, abdos, etc. Oui. Est-ce qu'il y avait, est-ce que tu avais des problèmes techniques particuliers en kayak ou c'était un peu général, ou est-ce qu'il y a des trucs que tu travaillais? On a tous, notre physique, notre façon d'être fait que il y a des choses dans lesquelles on est forte et il y a des choses dans lesquelles on est faible en fait. Donc c'est ça, un athlète qui, voilà, pour performer aux Jeux Olympiques, effectivement, il doit continuer à progresser dans ses forces, mais il doit aussi beaucoup progresser dans ses faiblesses. Donc moi, c'est plus dans mes faiblesses. Moi, je suis pas une sprinteuse pure. Moi, les départs, faut que je m'entraîne. Si je veux partir sur un départ, j'ai intérêt à beaucoup m'entraîner. Comme ça, je pouvais pas aller sur l'eau, pas faire un départ. Je l'ai loupé tout le temps. Donc, c'est sûr qu'on a tous, moi, les départs, fallait vraiment que je me concentre sur mon coup de pagaie, sur la façon dont je devais mettre ma pagaie, comment je devais la sentir pour que je sache que là, oui, j'avais mon appui max pour pouvoir partir. Moi, fallait beaucoup que je me concentre là-dessus. Que pour Anne-Laure, par exemple, Anne-Laure qui est une sprinteuse, Anne-Laure, c'était du 200 mètres, elle adorait le 200 mètres. Elle pensait pas forcément à la même chose que moi. Parce que, on a nos qualités, on a nos défauts. Et voilà, après, moi, c'était vraiment le départ parce que moi, je suis plus, je suis grande, j'étais fine. Moi, je suis plus 500, je suis plus une 1000 aussi. Je suis plus distance longue que du sprint pur. Après les Jeux de 2008, je vois que tu as fait un enfant. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais en tête peut-être d'arrêter ta carrière en kayak ou tu te voyais reprendre après? Non, je voulais reprendre après. Je l'avais déjà, mais je le disais même, et on me disait, mais Marie, t'es complètement folle, t'arriveras jamais à reprendre. Voilà, j'ai des gens qui m'ont accompagnée, mais j'ai d'autres personnes qui m'ont dit, mais Marie, t'es complètement folle. Une athlète de haut niveau, elle arrête, quoi. Elle va pas repartir derrière, quoi. Puis d'autant plus avec un enfant.
C'est impossible. J'ai tout eu. On m'a tout dit. Mais moi, dans ma tête, c'était non. Moi, je fais mon enfant et à partir de là, je reprendrai l'entraînement et voilà. Et c'est tout. Et j'irai en 2012. Mais après, mes objectifs, ils ont changé. Hein. Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus communément admis de faire un enfant et de reprendre. On voit plein de sportifs justement qui reviennent à haut niveau et puis qui disent même que ça leur donnait plus de motivation pour la suite. Est-ce que toi, là, tu parles justement de changement d'objectif. Est-ce que toi, ça a été le cas ou ça t'a amené un peu ailleurs? Alors après, c'est aussi différent parce que moi, j'ai eu ma médaille. D'accord? J'ai eu le Graal, en fait. J'ai quelque chose, quoi. Je pouvais arrêter ma carrière. C'était pas grave. J'ai eu ma médaille aux Jeux Olympiques. Donc, c'est encore différent. Après, moi, quand j'ai repris, je me suis dit, voilà, c'est quoi mes objectifs pour aller aux Jeux? Qu'est-ce qui va me faire que je vais aller aux Jeux? Parce que, je vais te le dire, hein, l'année après les Jeux, ma reprise, ça a été les 8 mois de l'enfer au quotidien à l'entraînement. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie que les 8 mois après avoir accouché. Hein. Qu'est-ce qui n'allait pas? Ce qui n'allait pas, c'est que les entraînements, c'était une horreur. Ça fait mal partout. C'est une catastrophe et on n'avance pas. Toi qui connais une glisse de, je ne sais pas, 20 km. Allez, tu as l'habitude en monoplace de faire du 12 km/h. Tu te retrouves à faire du 5, du 6 et que tu as beau mettre ce que tu veux dans l'eau, tu n'avances pas. Et puis, tu as connu tellement une gestuelle, entre guillemets, parfaite que tu te retrouves, tu n'arrives pas à tenir ton bras, à tenir tes abdos. Tes jambes, elles tiennent pas. Pour un athlète qui connaît de la glisse, qui connaît aller vite, le fait que du jour au lendemain, il sait qu'il avance plus, etc. Mentalement, c'est dur. Puis les muscles, ça fait mal. Enfin, j'ai recommencé le bateau. J'étais avec les minimes. Je m'entraînais avec les minimes. Et est-ce que tu pensais à ce moment-là revenir quand même à haut niveau? Oui, dans ma tête, de toute façon, c'est pour ça que je m'étais dit, il faut que j'ai mes objectifs. Des objectifs qui vont faire que je ne craquerai pas. Les moments durs, je ne craquerai pas. Quels étaient-ils exactement ces objectifs? J'en avais plusieurs. Le premier, c'est mon garçon. Faire voir à maman ce qu'elle sait faire, ce qu'elle faisait avant qu'il soit là. Je voulais que mon enfant voit ce que c'est les Jeux Olympiques et voit maman courir aux Jeux. Ça a été vraiment mon objectif phare. Après, mon autre objectif, il était aussi important. J'ai fait 2005, 2006, 2007, 2008 où on n'était que deux à Cannes-Lor. On a fait une médaille aux Jeux. On s'est battu en équipe de France pour être un peu reconnu parce que les filles n'étaient pas du tout reconnues. Et limite, on en a un peu souffert. C'était dur. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas ça. Je veux pas partir en n'ayant personne derrière moi. Et je me souviens quand j'ai recommencé, on m'a dit, Marie, tu veux faire du mono? J'ai dit non, je veux faire du K4. Non, mais tu veux... Non, je veux... Oui, mais il me dit, il n'y a personne, il n'y a pas de filles. Je dis non, t'inquiète pas, on va faire un K4. Les filles, elles vont arriver. On va faire de l'émune. Et puis, voilà, on a été au championnat du monde, puis on a fait une finale. Comment il s'est construit ce K4? Parce que s'il y avait personne, est-ce qu'il y a eu une politique de recrutement? Comment ça s'est goupillé? Comment ça s'est goupillé? C'est que, je ne sais même plus. De toute façon, moi, mon niveau, je te dis, j'ai recommencé, j'avais un niveau minime. Donc, j'ai commencé à me rentraîner avec mes collègues de bateau qu'au mois de février-mars. Hein. Mes collègues avant, hein. Avant, j'arrivais pas, hein, je les suivais pas. Hein. Donc, j'ai recommencé au mois de septembre. Septembre, octobre, j'étais avec les minimes. Tout doucement, je suis remontée avec les cadets. Après, avec les juniors. Le stage club au mois de février-mars, j'étais contente. J'ai pu me réentraîner avec les seniors. J'arrive à les tenir. J'ai fait les championnats de France de fond où je pense que j'ai fini 9e ou 10e chez les seniors. Parce que, voilà, j'avais pas le niveau, j'avais pas. Et puis, j'ai fait les sélections un mois après, je les ai gagnées en K1. Et en fait, les filles, du coup, elles étaient pas très loin, vraiment pas très loin de moi. Et puis, j'ai dit, voilà, on fait un K4. Et c'est comme ça que c'est venu et on s'entraînait à 4.
Mais après, il y avait à peu près 6 filles, il y avait à peu près 6 filles du même niveau. Donc, l'année suivante, en fait, c'était pas les mêmes du K4. Et c'est là où Sarah est arrivée. Sarah Guyot, elle est arrivée à cette période-là. Ouais, mais j'allais y venir après parce que j'ai vu que tu avais fait du K2 avec elle aussi. Ouais, je m'en souviens plus. Oui, effectivement, j'ai fait du K2. En 2012, d'après les tables. Bah, tu vois, voilà, si, il y a du, si. Bah, si, ouais, bah, t'essaies parce que, en fait, Sarah, elle est arrivée, elle est très vite montée, très vite, elle a progressé très, très vite aussi également, qui fait que, ben, elle s'est retrouvée, peut-être même la deuxième meilleure française ou, je sais pas, dans les premières, qui a fait que, bah, ils ont tenté le K2 parce qu'ils se sont dit peut-être qu'il y a un K2 pour les jeux médaillables, quoi. C'est normal, hein. C'est normal, hein. Après, la Fédé, ce qu'ils veulent, c'est des médailles au jeu. Donc, ils mettent tous les moyens pour qu'ils trouvent 2 personnes qui puissent avoir ce Graal. À ce moment-là, quand tu reprends, parce que tu dis que tu t'entraînes un peu avec les autres, est-ce que tu es retourné au pôle de verre? Comment ça se passe? Non, tu es dans ton club. Non, toujours dans mon club. Toujours à Saint-Laurent-Blanc-Ginois. Il n'y a qu'une année où je suis à la version Marne. Mais comme il y avait beaucoup de stages, en fait, vous vous entraîniez ensemble à ce moment-là, alors? Ouais. Mais après les Jeux, il n'y a pas beaucoup de stages. Souvent, les stages, c'est 2 ans avant les Jeux et l'année avant. Enfin, voilà, c'est à l'approche des JO parce que ben, tu as les moyens. Il n'y avait pas beaucoup de stages. Et puis, moi, j'avais dit, de toute façon, quand j'ai repris, j'ai dit que je voulais rester dans mon club. Je voulais pas faire les stages équipe de France. Il fallait que je me retrouve, que j'ai une autre façon de m'entraîner pour que je revienne à haut niveau, que je prendrai mon temps. Mais que je serais là l'été, hein, il n'y avait pas de souci, que j'aurais retrouvé mon niveau. Bah, beaucoup de monde me guettait, hein, beaucoup d'entraîneurs me guettaient. Je sais que JP, il me regardait, il regardait ce que je faisais, il voulait savoir où j'en étais. Limite, ça faisait peut-être un peu peur, hein, parce que quand tu arrives au mois de février-mars et que tu n'as pas encore retrouvé ton niveau senior, tu te demandes si effectivement je serais prête au mois d'avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait un peu drôle, mais bon, j'ai retrouvé mon niveau 1 an après. T'es revenu exactement au même niveau où t'en étais? Ouais, quasiment. Ouais, quasiment. Après, j'avais te dit, voilà, moi, mon objectif, c'était faire progresser les filles et faire voir à mon garçon, voilà, après, je t'avouerai que j'étais pas dans une optique d'avoir une médaille. Donc du coup c'est différent. Je trouve que j'ai pas eu le même niveau que j'ai eu l'année des JO en 2008. Mais il n'était pas si loin que ça. Mais niveau individuellement, c'est sûr que je l'ai pas retrouvé autant qu'en 2008. Mais après, j'ai envie de te dire que c'est normal parce qu'à partir du moment où tu as atteint ton objectif personnel, voilà, on va dire, t'es plus dans la transmission après en général. C'est un peu ce qui se fait naturellement. C'est un peu ce qui se fait. Mais après, ça joue peut-être à 1 ou 2 secondes, quoi. Mais voilà, après, ça restait quand même. Voilà, j'ai quand même retrouvé un très bon niveau. On m'a aligné en K1. En plus, on m'a aligné sur du K1 200. Moi qui avait horreur de ça. Oh là là, mon Dieu. Oh là là. Je voulais pas. Je voulais être dans mon K4. Je voulais être devant. J'étais bien, moi, là. Et comment il se passe ce K4 au fil du temps? Tu dis, vous avez fait rapidement une finale mondiale. Est-ce qu'après, ça se passe toujours bien jusqu'au jeu? Très bien. Franchement, nickel. J'ai essayé beaucoup de parler aux filles parce que oui, mais si, mais ça. Alors, du coup, je dis non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est normal que tu peux avoir des doutes, que t'es pas bien cette période-là, que ça va pas, que c'est, voilà, c'est normal, tu vois, voilà. Je faisais un peu la maman, quoi. J'étais une maman du bateau. Envers mes coéquipières, j'essayais de leur apprendre des choses, passer à autre chose pour pouvoir performer, pour pouvoir qu'elles progressent et tout ça. J'ai essayé. Moi, mon but, c'était ça, c'était vraiment leur transmettre, quoi. Comment ça s'est passé pour se qualifier pour 2012? Est-ce que c'était il y avait une pression pour se qualifier ou est-ce que c'était pratiquement sûr dans ta tête que vous alliez vous qualifier? Bah, en fait, ils prenaient les 10. Et en fait, ce qu'il y a bien avec les K4, c'est que la qualification, elle se fait l'année d'avant au championnat du monde. Ils prennent les 10 premières.
sachant qu'il faut, moi c'était comme ça, hein, peut-être ça a changé, hein, je ne sais pas. Moi c'était, il fallait prendre les 10 premières et dans les 10 premières, il fallait 3 continents. Donc moi je me souviens, quand j'ai repris après 2012, enfin quand j'ai pris après 2008, en 2009, moi j'ai dit je veux faire du K4. Je fais les championnats du monde, on fait en finale. Déjà là on me dit ouais c'est bien, c'est vrai les filles, parce que après faire une finale au championnat du monde c'était un temps où il y avait pas beaucoup de gens qui allaient en finale. Voilà, donc bon, on a été reconnus dans notre K4, on a dit ok, on va faire des stages en K4, etc. Et puis l'année suivante, rebelote, on fait une finale. Donc et puis les chronos descendent, hein, on commençait à faire des bons chronos en K4, on commençait à titiller les 5e places, 6e places. Donc ils disaient ouais, c'est vrai que ça commence à être pas mal le K4, les 4 filles. Donc déjà moi j'étais contente parce que ça l'équipe de France c'était rentré, progresser en mono et qui est un esprit d'équipe de filles et en fait les autres filles je me souviens quand on était il y avait que moi je connaissais les qualifs, je savais ce qu'il fallait faire, pour aller en finale, pour se faire qualifier au jeu. Je connaissais les trucs, mais je n'ai rien dit à mes coéquipières parce que elles n'en parlaient pas, elles n'étaient pas dedans. Ce qu'elles voulaient, c'était faire une finale et voilà. Et je me souviens, je sais que on est passé en demi-finale. À la fin de la demi-finale, quand on a passé la ligne d'arrivée, que je savais que on passait en finale, je crois qu'on avait gagné ou on avait fait 2. En fait, je me suis mise à hurler à l'arrivée. Et je me souviens derrière, elle me dit, mais Marie, qu'est-ce qu'il y a? Mais je te dis, mais on est qualifié au jeu. Il y a un K4 au jeu. Mais non, mais je dis, mais si, on va au jeu. Enfin, en plus, j'étais soufflée. Je dis, si. Alors, du coup, elles se sont mises toutes à hurler. Et parce que je le savais, parce que je crois que la course d'avant ou je sais plus quoi. Non, parce que en série, les premières qui sont passées, c'était 2 continents. Donc, je crois qu'il y avait l'Afrique du Sud et je crois qu'il y avait le Japon ou je sais pas quoi. Donc, je savais que en finale, il y avait déjà 2 continents, 3 européens qui étaient déjà passés. Donc, si on passait en finale, on allait au jeu. Et donc, quand on a fini les 3 premières en demi-finale, je savais déjà qu'on allait au jeu. Et je sais que les filles, elles avaient rien capté. Et je leur ai dit, et du coup, hop, elles ont laissé exploser leur joie. Je dis, c'est bon, il y aura 4 filles au jeu. On peut s'entraîner cool pendant une année. On est tranquille. On peut bien préparer les JO en K4. Et voilà. Je me souviens de ça. Quels objectifs tu avais pour Londres en 2012? Alors, est-ce que vous visiez une médaille aussi ou juste la finale? Qu'est-ce que vous disiez? On visait pas une médaille. Ce qu'on visait, c'était 5, 6, voilà quoi. C'était vraiment essayer d'être dans le lot. Essayer voilà, parce que effectivement il y avait 4 filles, mais il y avait 4 niveaux différents. C'était pas 4 niveaux de voilà. Aujourd'hui, pour moi qui étais médaillée, voilà, si tu veux être médaillée au jeu, il faut que les filles, ça tape du 50, entre une 52 et une 53. De toute façon, on le voit bien aujourd'hui. Les filles qui sont en K2 ou qui sont en K4, si elles s'alignent en K1, c'est pas d'une 55 qu'elles font. Nous, on avait encore des filles qui avaient du mal à faire une 55. Elles étaient descendues en dessous des 2, 56, 57, 58, mais ça, je sais jamais descendu en dessous. Donc, je savais que c'était un bateau qui ne gagnerait pas, ça c'est sûr, parce que voilà, il faut être performante en mono, mais je savais qu'ensemble, on pouvait, voilà, en K4, c'est une 32, une 33. Voilà, on avait déjà fait une 36, ça commence à être pas mal. Une 35, on est en une 36, une 35. Voilà, moi c'était plus un chrono, c'était de me dire allez, on fait une 35, une 36, c'est bien, c'est super bien. Et voilà.
et je ne visais pas de médaille. Pas, voilà. Mais après, voilà, le but c'était qu'on soit là. Enfin, fallait aussi qu'on fasse peur. Enfin, voilà, on avait notre place. Hein, c'était tout. On l'avait gagné, on avait notre place. Et puis voilà, faire une finale, prouver que ben voilà, on a été en finale l'année d'avant, on y retourne l'année d'après. Et puis c'est tout. C'est comme ça. Au final, tu es contente finalement des 3 Jeux Olympiques que tu as fait? Je suis super contente de mes 3 Jeux Olympiques que j'ai fait, effectivement. Après ces Jeux Olympiques-là, tu refais un enfant. Est-ce que ce coup-ci, tu te dis que tu vas revenir après? Alors, en fait, je t'avouerai que en 2012, l'année de 2012 a été quand même assez dure. Vraiment 2012. Donc, de janvier aux Jeux Olympiques, ça a été dur. Ça a été dur parce que mon garçon, il commençait à avoir 3 ans. Il commençait à beaucoup me manquer. Il grandissait, donc c'était plus un bébé. Ça a commencé à devenir un jeune garçon qui voulait découvrir, qui commençait à parler, qui demandait maman. Maman, elle est partie. Voilà, je suis partie 3 mois en Australie. Je suis repartie 6 semaines ou 8 semaines, je sais plus, au Maroc. Ça a été dur. Ça a été une période dure par rapport à mon garçon. Et moi, limite, tu vois, après 2012, en plus, j'étais enceinte au JO en 2012. Ben, je savais que j'allais passer à autre chose. Après, est-ce que j'allais revenir? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui était sûr dans ma tête, c'était que voilà, je voulais ce deuxième bébé. Et en fait, j'étais enceinte aux Jeux Olympiques d'à peu près 3 mois et malheureusement, je l'ai perdu le mois d'après. Donc, mon gynécologue dit que ça n'avait rien à voir et tout ça. Il a fait une infection virale, le bébé. Je suis tombée malade en fait après les Jeux Olympiques. J'ai eu un gros rhume et en fait, c'est passé dans le placenta et ça a arrêté le cœur du bébé. Et en fait, cette expérience avec mon mari, elle nous a fait prendre vraiment conscience que notre désir, c'était vraiment de fonder une famille. C'était de se dire, on s'arrête pas là et on laisse la nature faire. Et heureusement que j'ai eu la chance quand même de retomber très vite enceinte derrière. J'ai mon petit Adam qui est né et après Adam, avec mon mari, c'était, on voulait vraiment fonder une famille parce que ce qui nous était arrivé, ça nous avait vraiment impacté. Et on s'est dit, on laisse la nature faire. Et en fait, 8 mois après, je suis retombée enceinte, mais de jumelles. Et là, je me suis dit, c'est tout, c'est tout. Ma vie change. Limite, Dieu m'a donné ça. J'ai eu une chance inouïe de faire autant de temps de canoë-kayak. Là, on me donne autant de bébés, faut que j'en profite, faut que je vive avec, faut que je passe à autre chose. Et du coup, j'ai annoncé ma carrière quelques mois avant la naissance de mes filles. Ok. Voilà. Et t'as passé combien de temps après sans monter dans un bateau? Parce que j'ai l'impression que beaucoup arrêtent à un moment avant de reprendre. Est-ce que ça a été ton cas? C'est-à-dire? T'as eu tes jumelles, donc t'as arrêté ta carrière. Est-ce qu'après tu es remonté rapidement, t'as refait rapidement du sport et du kayak pour le plaisir? Alors, oui. En fait, en 2012, donc j'ai eu mes aventures au mois de septembre. Donc pour moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est quand même dû aux Jeux Olympiques. Je devais être fatiguée, j'étais affûtée, je suis tombée malade, mon corps il supportait plus. Je vais pas reprendre le bateau. Moi, mon objectif, c'était de retrouver vite la forme pour avoir un enfant. Donc, je mettais les moyens de mon côté, je me reposais, etc. Je me suis dit, je mets le bateau de côté. C'est pas le moment de refaire du bateau, de refaire du sport, ça va me fatiguer. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Ce qu'il faut que je fasse, c'est me reposer, penser à autre chose. Moi, c'était tomber enceinte que je voulais. Donc, Adam il est arrivé. Pendant toute ma grossesse d'Adam, je m'étais dit, je m'entraîne pas. Je fais pas d'entraînement, je fais pas de bateau, je fais rien du tout. Parce que inconsciemment, on a peur de le perdre. On se dit que si je fais du bateau, je peux le perdre. Moi, j'avais quand même lié cette mésaventure quand même avec les Jeux Olympiques. Je t'avouerai que même si on me dit que non,
pour moi, il y a quand même un peu de oui. Et j'ai eu Adam, et après Adam, j'ai repris le bateau. Et d'ailleurs, je m'en sortais pas mal. Hein. On a fait une médaille en K2, en K1. Non, j'ai pas fait du mono. J'ai fait du K2 et du K4. En fait, je suis tombée enceinte au mois de juin et j'ai fait les championnats de France au mois de juillet. Hein. Alors, en canoë-kayak. Donc là, t'es revenu plus vite ce coup-ci. Ouais, je suis revenue plus vite. Mais j'ai juste repris 3-4 mois le bateau. J'allais m'entraîner. J'allais m'entraîner 3-4 fois par semaine. Je refaisais un petit peu de muscu. J'allais recourir. J'ai fait tout ça. Et en fait, quand j'ai su que c'était des jumelles, mon gynécologue, il m'a dit, calme-toi un petit peu, Marie, quand même. Hein. Une grossesse gémellaire, c'est une grossesse à risque. Tu as déjà eu une mésaventure, faut faire attention. Et là, du coup, je me suis remise en mode Adam et j'ai dit je vais faire que les championnats au championnat de France. Je vais courir que le K2, que le K4 parce que je me suis engagée. Et puis ma grossesse gémellaire a fait que j'étais beaucoup fatiguée. Et puis après, j'ai stoppé le bateau et j'ai eu mes filles. Maintenant, c'est que du loisir. Dès qu'il fait beau, je retourne faire un peu de bateau et je prépare les championnats de France et les qualifications pour dire de ne pas avoir trop mal en course. Voilà. Okay. Et à côté de ça, tu fais un peu d'autres activités sportives ou pas? Pas du tout. Pas du tout, ok. Non, si, des activités avec mes enfants, de loisirs. J'allais dire 4 enfants, c'est du sport peut-être. Voilà. Mais à côté de ça, nous avec mon mari, on a une optique où on se dit, nous, il faut que nos enfants, ils savent courir, ils savent nager, ils savent faire du vélo. Voilà. Et qu'ils aiment, je leur demande pas d'aimer le sport ou voilà, mais qu'ils sachent faire un minimum pour qu'on puisse aller se balader sans problème, qu'on puisse faire des tours de vélo, que les enfants ils puissent aller au bord du bassin sans qu'on appréhende qui se noie ou qui se noie pas. Le fait qu'ils savent nager, on n'a aucun souci. Puis même pour l'école, la base, savoir nager, courir et puis faire du vélo, on trouvait que c'était le minimum. Après, moi, je leur demande pas des sportifs de haut niveau. Je les accompagne dans les sports qu'ils ont envie de faire. Et puis, voilà. Tout à l'heure, tu parlais que tu avais fait pas mal de stages à l'étranger. Tu avais fait 3 mois en Australie. Ouais. Est-ce que quand tu allais dans ces stages-là, tu voyais des choses vraiment différentes de ce que tu faisais habituellement, comme avec la Canadienne avec qui tu t'étais entraîné? Non, c'était pareil. J'ai les mêmes façons de s'entraîner. On s'en rend compte que effectivement, partout où tu pars, c'est les mêmes façons. Il y a des choses qui changent, effectivement. Les contenus peuvent changer. Après, c'est sûr que la séance de B1, elle reste 1 heure et demie sur l'eau. Après, c'est vrai que la séance en elle-même, elle peut changer. Il y a des choses qui changent. Ça peut être Nous, on pourrait faire, par exemple, en EB1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis redescendre de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis, par contre, eux, ça va être 100 fois 1 minute, mais en faisant 40 secondes bien appuyées, puis 20 secondes de récup, quoi. Tu vois, c'est des façons différentes de faire. Et on s'adapte. Voilà. Ça vaut le coup d'essayer. On essaye autre chose, puis on regarde si ça va. Finalement, ton meilleur stage, ça a été à Temple-sur-Lot avec la Canadienne, si je résume bien. Le meilleur des meilleurs, ouais. C'est le meilleur. Aujourd'hui, ouais, c'est quelque chose que je me souviendrai, je pense, toute ma vie, ouais. Est-ce que à ton époque, donc c'était il y a une dizaine d'années, un peu plus, est-ce qu'il y avait déjà un peu de préparation mentale? Ah oui. Moi, j'en faisais beaucoup. Moi, je me souviens, d'ailleurs, quand j'ai dit à Olivier Baye, mon entraîneur, que je lui ai dit, voilà, Olivier, moi, je vais être en équipe de France, je veux être en équipe de France. Il m'a dit, OK, Marie, tu veux être en équipe de France? OK, je vais te suivre. Donc, au niveau de tes entraînements, on va faire comme ça. Mais à côté de ça, tu vas aller voir cette personne-là. Donc, je m'en souviens, c'est Maryse Lebot, c'était ma sophrologue. Je ne savais pas du tout ce que c'était de la sophrologie. Je me disais, mais oui, m'aventure, qu'est-ce qu'il me fait faire? Et il m'a emmenée vers elle. Et je me souviens de ma première séance. Elle m'a posé une feuille. Elle me dit, voilà, Marie, je vais t'expliquer pourquoi tu es là, ce qu'on va faire et ce que ça va t'apporter. Et elle me met une feuille A4, elle me donne un crayon et elle me fait un soleil. Elle me fait un rond au milieu et elle m'écrit dedans performance.
Et elle me dit, ben voilà, pour toi, aujourd'hui, comment tu veux faire pour performer? Donc, moi, je lui dis, faut s'entraîner. OK, donc elle met entraînement. Mais elle fait ça, c'est un gros truc. Hein. Dedans, il va falloir l'exploiter. Tu verras ça avec Olivier parce que dans t'entraîner, tu as tes séances de bateau, tes séances de muscule, ton footing, plein de choses. Elle me dit à côté, elle me dit, il y a encore plein de bateaux, regarde, on va les remplir. Qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Je lui dis, je sais pas. Je sais pas. Allez, je lui dis l'hygiène de vie. Ah, c'est bien, l'hygiène de vie. Et encore, dis-moi encore d'autres choses. Alors, je lui dis, je sais pas. L'alimentation, elle me dit très bien. Hop, on met l'alimentation. Et puis, il y a eu plein de choses. Il y a eu le mental, il y a eu le médical. Il y a eu plein de choses. Et c'est là où je me suis rendu compte, où je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a plein de choses. Et en fait, j'ai commencé comme ça à faire de la sophrologie. Et après, je me suis dit, il me manque quelque chose. Donc, j'ai eu une préparatrice mentale, préparer mes courses, pour avoir confiance en toi, pour limiter ton stress. Voilà, j'ai eu plein de choses comme ça suivies à côté qui m'ont énormément apporté. Et d'ailleurs, c'est des personnes, parce que des choses comme ça, une préparatrice mentale, une sophrologue, etc., il faut trouver la bonne et quand on l'a, faut pas la lâcher. Parce que c'est dur de faire confiance aux gens. Hein. On fait, même les entraîneurs, hein, on a beau avoir 20 entraîneurs, on n'accroche que vers 3-4 et c'est tout. Et préparatrice mentale, c'était pareil. On m'a proposé une préparatrice, ça a bien tilté toutes les deux et en fait, elle est restée ma préparatrice jusqu'à la fin. Même au-delà de ma fin de carrière, parce qu'elle m'a suivi dans le moment douloureux que je vous ai annoncé, que je vous ai dit tout à l'heure. Elle m'a suivi là, voire jusqu'au-delà, parce qu'elle m'a accompagnée jusqu'en 2015, voire même plus, parce qu'il y a l'histoire de la reconversion derrière, l'arrêt, la reprise du travail à 100%. Il y a tout ce système-là où elle m'a accompagnée jusque-là. Parce que parallèlement à ta carrière, tu travaillais? Ah oui, hein. Ah oui. J'ai eu mon bac, j'ai fait mes 3 années de DUT, donc j'ai eu mon TUT et derrière j'ai commencé à préparer une licence de chez moi en fait. J'allais pas en cours et en distanciel, je sais plus comment on dit le terme exact. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'était 2004. Et je me souviens, aux Jeux Olympiques en 2004, mon président, il m'a dit, tu connais ce monsieur? Donc, un monsieur qui est venu au JO. Puis je lui dis, oui, c'est monsieur Van Leeuwenberg, c'est le président de la communauté urbaine d'Arras. Et il me dit, voilà, le 1er septembre, t'es embauché à la CUA. Comme ça. Et j'étais toute contente parce que mon président de club, il avait discuté avec le président de la communauté et le président, il avait dit qu'est-ce que je peux faire pour Marie? J'aimerais l'aider. Qu'est-ce que je peux faire? Et mon président, il a dit la meilleure des solutions, c'est de lui donner un travail. Parce que là, elle fait niveau sportif, elle vit sa vie. Elle va à son objectif de jeu, faut l'accompagner. Niveau personnel, j'avais ma famille, mon copain, etc. Il manque sa vie professionnelle. Si vous l'embauchez, si vous lui permettez de s'entraîner correctement derrière, vous lui apporterez énormément. Et du coup, il a dit, ok, on part là-dessus. Donc, j'ai été embauchée en fait à la communauté urbaine d'Arras à partir de 2004. Et du coup, j'avais un contrat CIP qui, en fait, c'est du détachement de travail pour aller t'entraîner. Et j'ai pu bénéficier de ce système qui fait que j'étais contente parce que j'avais une garantie d'emploi assurée. Hein, j'avais un CDI et j'ai suivi le cursus. Hein, j'ai été stagiairisée, titularisée et bien j'étais contente parce que j'avais mon petit salaire le mois qui me permettait aussi d'avoir ma petite vie personnelle à côté, de fonder après ma famille, mais d'acheter une maison, d'acheter une voiture. Enfin, au début, c'est acheter rien qu'une voiture, une maison. C'est des choses qui m'a fait vivre. Tu parlais de reconversion. Après la fin de ta carrière, tu travailles toujours au même endroit, mais ce coup-ci à temps plein peut-être? Oui. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que oui, effectivement, à partir
après 2012, même en 2008. En 2008, c'est ce que j'avais fait. Quand j'étais enceinte, j'ai dit, ça sert plus à rien que je m'entraîne autant, donc je vais revenir travailler. Donc, j'ai pas retravaillé à 100% parce que j'avais réussi à m'entraîner jusqu'à 5-6 mois de ma grossesse. Encore pas mal de temps. Donc, j'ai repris un rythme comme une personne normale. Et effectivement, entre la grossesse de mon deuxième garçon et mes jumelles, j'avais repris un rythme normal professionnel. Et j'avais dit, cette année, ça sert à rien d'avoir de l'aménagement horaire pour pouvoir m'entraîner, mais je m'entraîne pas. Donc, j'avais commencé à retravailler comme tout le monde, mes 35 heures par semaine de boulot. Ouais, donc tu savais déjà à quoi t'attendre en fait après ta carrière en termes de travail. Oui, voilà, c'est ça. Donc t'as pas eu le choc d'un changement, on va dire, d'environnement du jour au Non, lendemain. j'étais déjà dedans en fait. Après, je connaissais pas mes collègues, parce que je venais très peu au boulot, donc je les connaissais pas bien. Hein. Là, j'ai commencé à bien connaître mes collègues, c'est effectivement quand j'étais enceinte, parce que je travaillais tous les jours, et puis après la fin de ma carrière, j'ai commencé à bien les connaître. Est-ce que sans ce travail, t'aurais pu t'entraîner autant et avoir une vie équilibrée, dans le sens où est-ce que tu avais des sponsors ou pas? J'ai jamais eu de sponsor. Ok. J'ai quasiment jamais eu de sponsor. Moi, j'étais dans une politique où, de toute façon, le canoë-kayak, c'était ma passion. Mon club, il m'aidait beaucoup. Bon, après, il m'aidait en fonction des moyens qu'ils avaient. Hein, c'est normal, même si c'était le club champion de France. Ils m'ont aidé à hauteur qu'ils avaient. J'ai eu un contrat d'image avec justement la communauté urbaine d'Arras pour m'aider un petit peu. La ville m'aidait, le département, la région. On a créé des collectifs qui fait que on nous aidait un petit peu. Donc le cumul de l'argent faisait que je m'en sortais relativement bien à l'année. Après, j'étais pas sur l'or, c'est qu'un sport amateur, mais moi ça me convenait. Et en fait, je ne voulais pas de partenaire financier. C'était à mon club. Voilà. Moi, quand on me disait, Marie, je veux t'accompagner, je disais, moi, je veux pas gérer ce truc-là. Vous voyez avec mon club, vous êtes partenaire de mon club, et puis après, avec le club, on voit comment on peut faire. Donc, moi, j'ai fonctionné dans ce sens-là. Après, effectivement, j'ai quand même des gens qui sont venus, mais ça, c'est pour plus du matériel. J'avais Nello, qui est le constructeur bateau, que tous les ans, en fait, il me changeait mon bateau, et même à la fin, en fait, il m'en donnait un. J'avais un bateau, puis l'année d'après, il me dit, qu'est-ce que tu veux, quelle couleur, qu'est-ce que ça te chante, et puis je te l'offre, je te l'envoie, et puis donc à la fin, j'avais toujours un bateau. Les 4-5 dernières années, j'ai eu un bateau. La pagaie, c'est pareil, j'ai acheté une pagaie, on en offrait 2. Et donc moi, ça me convenait, c'était très bien. Enfin, j'ai pas eu de soucis là-dedans. Et après, c'est plus où j'ai commencé à voir pour les vêtements, c'est après 2008, après la médaille. Comme on a intégré un K4 et que je voulais qu'il y ait un K4 et que voilà, au championnat du monde, c'était cool qu'on soit habillés pareil, qu'on ait les mêmes lunettes. Donc j'avais essayé de me débrouiller à droite à gauche pour essayer de trouver un partenaire pour qu'on ait les mêmes lunettes, pour qu'on soit sponsorisé aux JO, d'autant qu'aux Jeux Olympiques, le seul truc que les gens ils pouvaient faire, parce que c'est dur la communication, tu peux pas faire voir tous les sponsors que tu as envie. Et moi j'avais dit c'est les lunettes, on fait ce qu'on veut, ça serait bien qu'on trouve un sponsor, et on a trouvé un sponsor de lunettes qui nous avait aidé du coup toutes les 4. Et donc c'était un gars qui était venu qui me dit si tu veux moi Marie je te sponsorise. Je dis ok, mais si tu me sponsorises moi, est-ce que tu peux offrir des lunettes aussi à mes coéquipières pour le K4 Et du coup, j'ai eu ça, j'ai eu des vêtements, Kraft qui est venu vers moi aussi. Donc, j'ai dit, OK, Banco, moi, ça, je prends pour les entraînements, c'est pas mal. Donc, c'est pareil, on a pu faire bénéficier des athlètes au club. Quand on me demandait, je dis, OK, cool, mais ça serait bien aussi de fournir eux. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et puis aussi, il y avait, moi j'aimais bien
comment ça s'appelle, il y avait du produit naturel, je sais plus trop ce que c'était, des barres de céréales, des choses comme ça. Je sais plus trop quelle gamme c'était. Je l'ai trouvée bonne. Et du coup, au mieux de les acheter sur Internet, je l'ai un coup de bol. Je les ai appelés. Je dis, voilà, je suis médaillée olympique. Ça fait 3-4 ans que je vous achète ce produit-là. Est-ce que ça vous dirait de me sponsoriser? Et puis, ils ont dit, OK, banco. Donc, ils m'ont envoyé une panoplie. Ils m'ont tout envoyé de chez eux. Mais moi, ça m'intéressait pas, tous leurs produits. Alors, je les donnais aux uns, aux autres. J'ai dit, si vous voulez, vous prenez ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ces barres. C'était des barres d'amandes. Je sais plus trop quoi. Je dis, moi, je veux juste ça. Après, le reste, je m'aventure pas là-dedans. Ça m'intéresse pas. Donc, voilà. J'ai une dernière question, un peu plus personnelle. C'est comment vivait ton conjoint vis-à-vis de ta carrière sportive? Parce que tu avais l'air d'être souvent en stage quand il y avait, par exemple, les Jeux ou quoi, ou l'année d'avant. Comment ça se passait? Est-ce que c'était une situation facile ou pas? Alors, du coup, moi, au début, j'ai eu Olivier et Virginie en tant qu'entraîneur. Après, quand j'ai commencé, j'ai rencontré mon copain assez jeune, hein, j'avais 15 ans. Lui, il en avait 20. Et il entraînait des athlètes au club. Et en fait, quand j'ai commencé à être en équipe de France, à être senior, etc., que j'ai eu mon permis, que je commençais à pas mal voyager, mon président club, il a un peu transmis son rôle d'entraîneur envers mon mari. Donc, mon mari, en fait, il est entre guillemets devenu mon entraîneur. C'était pas simple, hein. Je t'avouerai qu'il y a des moments, c'était un peu dur. Mais au moins, je pouvais partir en vacances l'été ou même pas forcément. Je pouvais m'autoriser à dire, allez, je pars une semaine ou deux. Et lui, il me dit, on partait à côté d'un plan d'eau. Je savais qui m'organisait mon entraînement. Au niveau du club, il savait que je partais, mais que je m'entraînais et que c'était sûr que je m'entraînais parce que j'avais mon mari qui vérifiait que effectivement je m'étais bien entraînée. Donc, tu vois, ça mettait quand même une bonne confiance. Donc, mon mari, en fait, il me suivait. Il a fait tous les championnats du monde. Donc, au début, je lui payais son voyage. Hein. Il venait me regarder au championnat du monde parce que moi, j'en avais également besoin. Et puis après, il a intégré, puisque le comité olympique, le canoë dames, il est rentré aux Jeux olympiques et il n'y en avait pas. Au niveau des championnats du monde, il n'y en avait que très peu. Il y en avait au Canada et je pense aux États-Unis, mais sinon, dans le reste du monde, il n'y en avait pas. Donc, le CIO, il a créé une équipe. Donc, tous les canoës dames pouvaient partir en stage, etc. Il fallait un entraîneur et en fait, ça a été mon mari. Et du coup, c'était cool parce qu'après, j'avais plus besoin de lui payer ses championnats du monde, il venait. Il était en stage avant avec les équipes canoë dames et puis après, il allait au championnat du monde, il était accrédité, il avait tout ça, il avait droit à tout ça et c'était même beaucoup plus avantageux et du coup, mon mari est à côté de moi, il m'a beaucoup soutenu. Ok, et aujourd'hui, il exerce toujours dans le kayak? Il exerce toujours dans le kayak, il est toujours entraîneur, il accompagne toujours les athlètes de haut niveau. Ok. Donc, voilà. Ok, je m'attendais pas à cette réponse quand je t'ai posé cette question, mais finalement ça s'est bien goupillé en fait. Voilà. Il est vice-président, c'est le bras droit de notre président au club. Il suit les athlètes de haut niveau de très près. Mon mari, il peut pas suivre parce que dans le cas, comme moi-même, mais il peut pas suivre les athlètes parce que il a son travail, il a sa vie de famille, etc. Il fait en sorte d'être au club quand même une fois par semaine, mon mari, les mercredis après-midi. Quoi qu'il arrive, il y va parce que les athlètes ont une confiance en lui extrême, quoi. Donc aujourd'hui, peut-être que demain, j'ai un Loïc qui va l'appeler ou une Anaïs qui va lui dire Greg, j'ai besoin de toi demain, je suis toute seule, tu peux venir m'encadrer. J'aimerais que tu viennes me regarder, j'ai besoin de toi, etc. Et puis du coup, le lendemain, il me dit Marie, je vais aller entraîner Anaïs, elle en a besoin, elle veut que je vienne la voir. Et puis voilà. Donc il est très respecté, mon mari, au club par les athlètes et les athlètes ont entièrement confiance en lui. Super. Et c'était ma dernière question. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés que tu souhaitais aborder? Ça va, on a parlé de pas mal de choses. Je trouve ça intéressant. Voilà. Non, ça va. Ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu souhaiterais que j'interviewe dans ce podcast? Que tu aurais envie d'entendre?
Que j'aurais envie d'entendre. Ouais, toi personnellement. Alors, t'as interviewé qui, toi? Ah bah j'en ai fait un bon paquet, mais cite des noms, t'inquiète, je te dirai. N'aie pas peur. Bah, moi, j'aimerais bien que tu t'aventures style dans les anciennes du canoë-kayak. Donne-moi des noms. Sabine Clanens, j'ai Virginie Bay, c'était mon entraîneur, hein, mais avoir leur avis. Moi, j'aimerais bien que tu interviewes vraiment des anciens. Babac. Moi, Babac, j'ai fait Babac si tu veux. Ouais, j'ai eu Babac. Ah. mais c'est bien la Sabine et Virginie, c'est vrai que je connaissais pas. Donc, Sabine Clanens, c'est une ancienne très très haute. J'avais Anne Michaud, mais je sais pas si tu connais. Anne, ça a été waouh. Moi, je me suis dit, mais c'est qui cette fille, cette meilleure française qui avance en équipe de France? Quand je suis arrivée au début, on parlait Anne. Je me suis dit Anne Michaud, elle a beaucoup performé. Moi, voilà, c'est les gens. Ouais, après, cool, je sais pas, Mathieu Goubel, parce que ça a été mon binôme pendant toute ma carrière. Mathieu Goubel. Ouais, mais il était sur ma liste, mais j'attendais un petit peu, mais il a été recommandé par plusieurs personnes interviewées, donc. Ça a été une personnalité phare en canoë. Hein. Puis après, t'as les actualités, hein, Adrien Barre. Après, chez les filles, t'en as pas mal en actualité. T'as Manon, tu peux aller sur les futures, Vanina, Léa. Tu peux interviewer aussi, elle vient d'arrêter, savoir son ressenti, c'est Sarah Trouel. Je lui ai écrit. Alors, si elle m'écoute, je lui ai écrit, mais je n'ai pas eu de réponse pour l'instant. Voilà. Après, tu peux aller encore plus loin. Les filles, quand elles ont commencé, parce qu'en 2007, il y a eu un bon cagat au JO. Donc, tu peux aller essayer d'aller titiller un petit peu les filles qui ont arrêté leur carrière juste derrière. Et justement, il y a une nouvelle reconversion. J'ai plus son prénom. Ah, bon, Si ça te revient, tu m'enverras un email. Ouais, voilà. Mais là, tu m'as déjà donné pas mal de matière, donc c'est cool. Je vais pouvoir aller les contacter et puis voir en leur disant que tu veux les entendre. Tu t'aventures que dans le canoë-kayak ou tu vas dans d'autres sports? Non, pour l'instant, c'est exclusivement canoë-kayak. Donc, d'accord. Et surtout, après, tu vois, et course en ligne ou pas? Ouais, pour l'instant, c'est plus ce que je pratique en tant que débutant, donc c'est plus ce que j'arrive à comprendre. D'accord, parce qu'après, dans le slalom, ça serait pas mal. Hein. Si tu vas toucher dans le slalom, il y a du... Ouais, il y a du bon, très bon. Ouais, mais j'ai vu. Très bon, hein. Du médaille olympique, t'en as, hein. Pas un tous. Mais les vampires sont super gentils, donc faut pas hésiter. Hein. C'est prévu, mais pour l'instant, vu que je me sens pas trop légitime sur les bonnes questions à poser, j'attends un petit peu. T'as les frères Péchier. Les frères Péchier, t'as Fabien Lefebvre, t'as Tony Estanguet. Chez pareil, chez les dames, t'as 2-3 filles, pas mal, quoi. Donc, dans tous les cas, si j'interviewe quelqu'un que tu m'as dit, je t'enverrai le podcast pour que tu l'écoutes. Ah, d'accord. J'espère qu'ils parleront moi. Hein. Bien sûr, vu que je vais leur écrire de ta part. Donc, ils vont forcément parler de toi. Voilà. En tout cas, encore une fois, comme je te disais avant le podcast, c'était un de mes objectifs de t'avoir sur le podcast. Donc, merci à toi d'avoir pris le temps. Pour moi, c'était super. J'ai eu les réponses à mes questions et je vais retenir plus dur, plus fort quand je vais faire mes séances. Mais même si j'y pense à plus fort, c'est vrai que... faut comprendre après. Hein. Je te l'ai dit, hein, on comprend différemment. Hein. Chaque personne comprend ce qu'on lui dit d'une certaine façon. Hein. Mais voilà. En tout cas, super. En fait, moi, il suffisait pas de grand-chose. Hein. Plus fort, plus dur. Non. Ah, mais il faut les bons mots et la bonne personne qui les dise. C'est ça aussi. Voilà, c'est ça. Les bons mots, c'est bien. La bonne personne, c'est bien. Mais si les deux sont pas ensemble, ça passe moins bien. Et peut-être je te déclenche, peut-être que dans 4 ans, tu seras champion olympique. Ouais. oui, pourquoi pas. Tu te souviendras de cette interview. Ça a été bien sûr. Allez, ça marche. Encore une fois, merci Marie. Et puis j'espère que ceux qui ont écouté, ça leur aura plu. Comme d'habitude. J'espère que voilà. Ok, pas de souci. Super. Ça marche. Salut à tous. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange
sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.